14h sur BFM TV, bienvenue si vous nous rejoignez cet après-midi pour le non-stop. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Bonjour à tous, bonjour François. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une, ce remaniement sans réelle surprise, 2 semaines après les législatives. Il n'y a pas eu de débauchage, l'opposition moque des chaises musicales. Suite des passations de pouvoir au gouvernement cet après-midi, en pleine 7e vague de Covid, Brigitte Bourguignon cède sa place de ministre de la Santé à un médecin, un urgentiste. Qui est François Braun? On vous dit tout dans ce journal. Parmi les sortants, Damien Abad, qui dans son discours d'adieu a dénoncé tout à l'heure des calomnies ignobles. Il est visé par une plainte et donc une enquête du parquet de Paris pour tentative de viol. Et puis à peine constitué, le gouvernement se met donc en ordre de marche. Le premier conseil des ministres aura lieu cet après-midi. Ce sera au tour d'Elisabeth Borne à partir de 16h. Fin du suspense, donc, depuis la mi-journée, on sait qui compose la nouvelle équipe gouvernementale, toujours dirigée par Elisabeth Borne. On continue à en parler tout cet après-midi, le casting, ses enseignements, les passations aussi, dont celle en direct au ministère de la Santé dans quelques instants. Toutes nos équipes restent bien sûr mobilisées pour vous faire vivre cette nouvelle étape du quinquennat Macron 2. Et direction l'Élysée pour vous retrouver Anne-Sora Dubois sur place. C'est là-bas que le tout premier Conseil des ministres, nouvellement constitué, va donc avoir lieu cet après-midi. Ce sera dans moins de 2 heures maintenant. Oui, aux alentours de 16h. Alors vous comprenez quel est le message. Le message, il s'agit de dire que après des tractations qui ont duré longtemps, des consultations des oppositions, des discussions entre le chef de l'État et la première ministre, beaucoup de temps pour essayer d'élaborer ce futur gouvernement. Désormais, ça va très vite, moins de 6 heures entre l'annonce du remaniement et donc le premier Conseil des ministres qui aura lieu cet après-midi. Gouvernement donc, retour de la thématique du gouvernement d'action. Et il faut dire que le premier sujet que vont examiner ces ministres, nouveaux secrétaires d'État et ministre délégué, est un sujet urgent. Il circulait à bas bruit. On l'avait peu entendu ces derniers mois aussi parce que la lumière était plutôt braquée sur les élections législatives. Il s'agit du Covid, projet de loi sanitaire donc qui sera tout en haut de la pile aujourd'hui, cet après-midi, pour ce premier Conseil des ministres du gouvernement Borne 2. Le pouvoir d'achat, ce sera un peu plus tard dans la semaine, mais donc très rapidement, inédit d'ailleurs depuis qu'Emmanuel Macron exerce le pouvoir, très peu de temps entre la nomination du gouvernement et le premier Conseil des ministres, et surtout ce sujet très urgent tout en haut de la pile, le Covid, le retour du Covid. Merci Anne-Sora Dubois aux abords de l'Élysée pour BFM TV. Nous retrouverons dans quelques instants le reste de nos équipes mobilisées, notamment à Matignon, mais aussi au ministère de la Santé pour une passation de pouvoir à venir. D'abord sur ce plateau, les enseignements, les premiers enseignements, puis après on élargira évidemment parce qu'il va se passer d'autres choses cette semaine. Premiers enseignements de ce nouveau casting. Bonjour Mickaël Darmon. Bonjour. Vous avez rejoint, ainsi que Philippe Corbet et Thomas Soulier. Comment qualifier ce remaniement ? C'est, on va dire, un remaniement et un gouvernement équilibré, mais pas spectaculaire. C'est équilibré parce qu'en effet, ça respecte la parité, même si, on va y venir, il y a beaucoup plus d'hommes ministres que de femmes. Il y a beaucoup plus de femmes secrétaires d'État que d'hommes. Dans l'ordre protocolaire, il y a plus des hommes qui sont en haut et plutôt les femmes en bas pour caricaturer. C'est équilibré en termes de rapport de force politique. La majorité a été entendue et parfois les coups de gueule, les critiques émises récemment par François Bayrou ont été entendues parce que François Bayrou, donc président du MoDem, il y a donc désormais 4 membres du gouvernement qui sont au MoDem, 2 pour le parti d'Édouard Philippe, Horizon, 2 pour le parti de Franck Riester, Agir, donc ça c'est plutôt respecté. Donc voilà le cadre. Ensuite, non, ce n'est pas spectaculaire. Pourquoi ? Parce que il n'y a aucune désignation aujourd'hui, aucune nomination qui permet de changer la donne à l'Assemblée. Avec ces nominations-là, il n'y a pas une voix de plus pour la majorité relative d'Emmanuel Macron à l'Assemblée. Il n'y a personne qui va quitter les LR, il n'y a personne qui va quitter le PS. Il y a certes d'anciens LR et d'anciens PS, mais je dis bien d'anciens et pas d'actuels. Donc on voit qu'Emmanuel Macron n'a pas réussi son coup politique de faire un gouvernement qui va des communistes jusqu'aux républicains. Il a perdu de sa superbe. On voit qu'Emmanuel Macron est beaucoup moins attractif aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Philippe Corbet, du coup, comment on évalue le travail effectué cette semaine, les tâches qui avaient été attribuées à Elisabeth Borne par le président? Il devait constituer un gouvernement d'action, un gouvernement d'accord. On en est où de tout ça? Et on peut même revenir à une expression qu'avait utilisée le président de la République 3 jours après les législatives, lorsqu'il s'était exprimé à la télévision dans une allocution à 20h le mercredi. Il avait dit qu'il était possible de trouver une majorité plus large et plus claire pour agir.
en tout cas, elle n'est pas plus large. Comme le disait à l'instant Thomas, cette composition gouvernementale ne change pas un siège à l'Assemblée nationale. Et voire même, puisqu'il y a 10 membres de l'Assemblée nationale qui rentrent au gouvernement ou qui reviennent, ça veut dire que pendant un mois, il y a 10 députés ou 10 sièges, 10 parlementaires de la majorité qui ne pourront pas prendre part au vote, puisque ce n'est que dans un mois que leurs suppléants pourront prendre part au vote. Je referme cette parenthèse, mais au fond, elle n'est pas plus large. Mais elle est peut-être plus cohérente. Enfin, en tout cas, le choix a été fait, un choix de cohérence. S'il avait été cherché... débaucher quelqu'un du PS, par exemple, ou quelqu'un de LR, on aurait pu souligner aussi les contradictions, les ambiguïtés, et une forme d'incohérence dans ce moment où le gouvernement va affronter des tempêtes et va devoir, texte après texte, aller chercher à l'Assemblée nationale des majorités de circonstances. Au moins là, il y a une forme de cohérence. Alors c'est un élargissement au sein de la majorité, davantage d'horizons, davantage de modems. Il y a des nouveaux venus, mais qui viennent plutôt de la société civile, comme M. Braun, par exemple, le nouveau ministre de la Santé. Mais il n'y a pas d'incohérence manifeste au sein de cette équipe gouvernementale. C'est un peu comme si vous avez une maison, vous savez que vous allez avoir un ouragan qui va arriver. C'est pas le moment d'ouvrir en grand les portes. Vous consolidez plutôt les fondations. C'est ce qui a été fait là. Consolider les fondations, c'est pas le moment de l'élargir non plus. Voilà, mais on ferme les fenêtres, sont pas grandes ouvertes comme ça aurait pu être le cas si c'était une hypothèse de faire venir, de débaucher 1, 2, 3 personnes de LR, 1, 2, 3 personnes du PS. Mais au fond, pour quelques sièges en plus, c'était pas exactement, peut-être, en tout cas, c'est pas le choix qui a été fait par le président et la première ministre. Merci Philippe, merci Thomas. Michael, vous nous livrerez votre analyse, la vôtre, dans quelques instants. Le temps de retrouver Léopold Audebert au ministère de la Santé. Léopold, parce que les passations de pouvoir ont débuté peu de temps après l'annonce officielle du nouveau gouvernement. Elles se poursuivent donc cet après-midi, notamment là où vous vous trouvez. Il y a du changement et c'est intéressant de le décrypter aussi. Oui, absolument. Alors Philippe Corbet parlait à l'instant de portes et de fenêtres. Ici, Brigitte Bourguignon vient de passer la porte de ce ministère avec donc François Braun qui va donc lui succéder, puisque je vous rappelle que Brigitte Bourguignon a perdu aux élections législatives et la règle est impitoyable pour les ministres, puisque un ministre déchu aux élections, c'est un ministre qui perd son poste au gouvernement. C'est donc ce nouveau ministre de la Santé qui va arriver, qui est donc le directeur général de la Croix-Rouge. Jusqu'à présent, on a vécu une première passation de pouvoir ce matin ici au ministère de la Santé particulière, puisque c'est Damien Abad qui a quitté le gouvernement. On se demandait comment il allait réagir après l'annonce de son départ de gouvernement, parce que nous on l'a suivi sur le terrain pendant de nombreuses semaines, et à chaque fois il nous répétait je suis dans l'action, et il ne comptait pas quitter son poste. Mais écoutez sa réaction, il parle de calomnie ignoble. Les termes sont très forts, on l'écoute. C'est préférable, face aux calomnies ignobles dont je suis la cible, orchestrées dans un calendrier bien choisi, jusqu'à ce matin encore, que je puisse me défendre sans entraver l'action du gouvernement. Je me défendrai sans relâche, jusqu'à que la justice confirme mon innocence. Je me battrai aussi contre ce mouvement funeste qui relègue la présomption d'innocence au rang de vieillerie sans importance et qui fait de la calomnie une redoutable arme politique entre les mains d'esprits malveillants. Voilà, c'est donc un ton qui tranche évidemment avec toutes les passations de pouvoir qu'on vous fait vivre depuis ce matin sur BFM TV. Dans quelques instants, restez avec nous, puisque c'est donc Brigitte Bourguignon qui va laisser son poste à François Braun. Dans quelques instants, cette passation de pouvoir sur BFM TV. On la suivra en direct avec vous, Léopold Audebert, en direct du ministère de la Santé pour BFM TV. Michael Darmon, comment analyser ce départ de Damien Abad? Alors on sait que la Première ministre avait évoqué qu'il serait peut-être préférable qu'il s'en aille. Donc elle a démis de ses fonctions. Et est-ce que ça crée une jurisprudence? Parce qu'on rappelle qu'il y a des plaintes contre Damien Abad, mais qu'il aurait pu être maintenu à son poste. On passe maintenant du principe de la présomption d'innocence à presque celui du principe de précaution au sein du gouvernement, puisque maintenant, ça n'est plus au niveau de la mise en examen qu'un ministre est supposé partir, mais c'est dès, en tout cas dans ce type de dossier, c'est dès la plainte. Donc de ce point de vue-là, on sent qu'il y a eu une évolution dans la méthodologie et dans le souhait de pouvoir aussi entendre l'opinion, entendre tous ceux qui disent que maintenant il faut vraiment agir plus vite que la justice ne le fait à son rythme. Donc de ce point de vue-là, c'est aussi un arbitrage gagné par Elisabeth Borne.
Parce qu'au fond, Emmanuel Macron était beaucoup plus, lui, enclin à respecter ce code de la présomption d'innocence selon la mise en examen. Donc de ce point de vue-là, comme elle a effectivement fait savoir depuis le départ, vous avez raison, qu'elle était très mal à l'aise pour le moins avec cette affaire et avec le maintien de Damien Abad, eh bien, elle gagne un arbitrage. Donc c'est aussi, je dirais, le résultat très certainement d'une discussion peut-être serrée qui a dû avoir au sommet de l'exécutif. Et pour revenir effectivement plus largement sur ce qu'on évoquait sur ce gouvernement, au fond, on voit bien que on va le voir avec d'ailleurs M. Braun qui va arriver, à la santé, c'est un gouvernement d'opérationnel. C'est un gouvernement de personnes qui vont immédiatement pouvoir se saisir des dossiers. C'est le cas de Braun, c'est le cas de par exemple, Jean-Louis Carenco, qui va travailler à l'outre-mer avec Gérald Darmanin, qui connaît parfaitement, exactement, qui connaît parfaitement les mécaniques de l'État et des dossiers. Cela veut dire que c'est quand même une tentative de reprise du pouvoir politique par Emmanuel Macron. Parce que les négociations politiques avec les forces de l'Assemblée, qui vont être longues, difficiles à chaque fois, qui vont être certainement tortueuses et compliquées, vont se faire au niveau de l'Élysée. Il y a des volontés de réorganiser le pôle parlementaire maintenant que tout cela va être mis en place. Et de ce point de vue-là, on sent bien que c'est à partir de là que ça va se faire. Il y a même question que ce soit que Richard Ferrand rejoigne peut-être prochainement Emmanuel Macron pour le conseiller. Donc de ce point de vue-là, les forces politiques qui vont être en phase avec l'Assemblée sont plutôt de l'Élysée. Et c'est la raison pour laquelle Franck Riester arrivant au poste de ministre avec le Parlement, c'est un rouage important, peut-être un des plus importants en fait de ce gouvernement, parce que c'est quelqu'un qui est effectivement assez agile dans les négociations politiques peu spectaculaires mais qui sont importantes, qui connaît bien par définition la majorité puisqu'il en est issu, et il connaît les autres forces politiques. Donc de ce point de vue-là, c'est un gouvernement de techniciens, avec la volonté de dire, au fond, les négociations politiques repartiront du côté de l'Élysée. Et c'est à l'Élysée, justement, un Conseil des ministres, le premier du gouvernement Borne 2, qui aura lieu à 16h, dans moins de 2 heures. Maintenant, autour d'Elisabeth Borne, Anthony Lebos, vous êtes à Matignon, et ce remaniement est donc allé bien au-delà du simple remplacement des ministres battus aux législatives. Absolument, François, et preuve en est ce communiqué de l'Élysée de 4 pages dans lequel sont inscrits les 42 noms des membres de ce nouveau gouvernement, 21 hommes, 21 femmes, dont la première ministre, parité respectée, avec finalement en résumé un nouveau gouvernement sans prise de guerre, avec un jeu de chaises musicales au sein des macronistes, et puis les ministres qui ont été battus aux législatives qui sont partis donc la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon, remplacée par l'urgentiste François Braun, partie également Amélie de Montchalin de la transition écologique, remplacée par un proche d'Édouard Philippe, Christophe Béchu. Jeu de chaise musicale, je vous le disais, avec Olivier Véran qui prend le porte-parole du gouvernement à la place d'Olivia Grégoire, qui elle reste au gouvernement pour prendre le ministère du Commerce et de l'Artisanat. Et puis autre information très importante, le départ du gouvernement de Damien Abad, ex-ministre des Solidarités et de l'Autonomie, qui était, vous le savez, sous le coup d'une plainte pour tentative de viol. Ça veut dire que c'est un nouveau gouvernement avec des ajustements techniques, pas trop de tentatives d'ouverture, si ce n'est en interne, avec une sorte de récompense pour les partis de la coalition présidentielle. 4 ministres pour le MoDem, 2 ministres pour Agir, 2 ministres pour Horizon. Le couple exécutif a voulu soigner ses alliés, soigner aussi les élus locaux avec la nomination d'Olivier Klein, ex-communiste, ex-socialiste, maire de Clichy-sous-Bois. Il porte le ministère de la Ville et du Logement. Nomination aussi de Caroline Cayeux, la maire de Beauvais, qui devient ministre en charge des collectivités territoriales. Et puis un retour en grande pompe, celui de Marlène Schiappa, qui avait été ministre pendant le quinquennat précédent et qui prend le portefeuille de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Merci Anthony Lebos en direct de l'hôtel de Matignon à Paris pour BFM TV. On va voir comment réagissent à ces nouvelles nominations, à la constitution de ce gouvernement Borne 2. Les membres de l'opposition, notamment Marine Le Pen. Regardez ce tweet de la chef de file du Rassemblement national. Par un simple communiqué de presse, Emmanuel Macron annonce le nouveau gouvernement. Ceux qui ont échoué sont tous reconduits. Le président de la République ignore ainsi une nouvelle fois le verdict des urnes et la volonté des Français d'une autre politique. Philippe Corbet, comment... c'est pas une grande surprise qu'elle réagisse comme ça, évidemment. Mais dans le fond, est-ce qu'il y a un peu de vrai quand même? Alors, ce qu'on peut préciser, que quand elle écrit que ceux
qui ont échoué sont tous reconduits. C'est pas si elle part des exactement, législatives, c'est pas oui, exact, puisque les ministres qui ont été battus aux législatives sont tous sortis. Et au contraire, ce sont plutôt des députés qui ont été élus ou réélus qui rentrent au gouvernement. Mais je pense que Marine Le Pen parle de manière générale du bilan de leur politique et elle considère qu'ils ne feront que prolonger la politique menée par Emmanuel Macron depuis 5 ans. Et donc, c'est à ce titre qu'elle parle d'échec. Au fond, c'est un tweet sans surprise, mais face à un gouvernement qui lui-même est sans grande surprise. C'est-à-dire que je pense que personne, aujourd'hui, aucun Français qui découvre la composition de ce gouvernement ne s'arrête à dire « Oh mon Dieu, un tel ou une telle rentre au gouvernement, c'est une personnalité qui va changer absolument la manière dont je regarde l'action de ce président de la République et l'action de cette première ministre ». Personne. Peut-être certains urgentistes vont dire « C'est bien d'avoir un urgentiste au ministère de la Santé plutôt qu'une personnalité politique ». Ceux qui connaissent tel ou tel secteur vont dire « Ah ben voilà, par exemple, la nouvelle ministre de l'Europe, c'est une personnalité qui n'est pas connue du grand public, Laurence Boone, mais c'est une personnalité importante qui était à l'OCDE, qui peut changer les choses ». Voilà, mais personne, au fond, ou peu de gens en France se disent, à la découverte de ce gouvernement, que c'est un bouleversement de l'action, c'est une prolongation, un renforcement, et c'est aussi ce que souligne en creux en le critiquant Marine Le Pen. Ouais. Du changement, il y en a aussi au poste très exposé de porte-parole du gouvernement, Marie-Jeanne Tric. Exit Olivia Grégoire, remplacée par Monsieur Covid. Oui, exactement. Olivia Grégoire remplacée, comme vous dites, par Monsieur Covid, c'est-à-dire Olivier Véran. Olivier Véran, qui était ministre de la Santé pendant la pandémie du coronavirus, période forcément assez particulière pour le pays. D'ailleurs, Olivier Véran a rappelé qu'il avait joué un rôle assez particulier pendant cette période lorsqu'il s'exprimait pendant la cérémonie de passation de pouvoir. Olivier Véran a rappelé que pendant la pandémie, eh bien, le gouvernement avait un cap, celui de l'espoir, et que maintenant qu'il est porte-parole du gouvernement, ce cap, il reste le même, l'espoir de renouveau, puisque c'est vraiment sur ça qu'Olivier Véran a mis l'accent. Il souhaite reconstruire la confiance, reconstruire la connexion entre le peuple français et les politiques. Il a expliqué qu'il n'y avait plus suffisamment de confiance, qu'il y avait une sorte d'incompréhension. Donc Olivier Véran s'engage à une forme de renouveau pour rebâtir cette confiance. Olivia Grégoire, elle, de son côté, a souligné qu'elle ressentait une certaine frustration à l'idée de quitter son poste qu'elle a exercé pendant à peu près 1 mois seulement. On l'écoute. Je pense pouvoir dire que nous nous retrouvons aujourd'hui avec Olivier Véran avec un même sentiment, au-delà du plaisir que nous avons à nous retrouver entre camarades de l'Assemblée nationale au parcours bien souvent partagé. Un léger sentiment de frustration, évidemment, à se dire qu'il nous faut chacun quitter un ministère où nous commencions à peine à prendre nos marques. Et surtout, au-delà de nos marques, prendre la mesure de l'immense tâche à accomplir. Olivier Véran tiendra son premier point presse en tant que nouveau porte-parole du gouvernement d'ici quelques heures seulement, aux alentours de 17h, 17h30, nous dit son équipe, à l'issue du Conseil des ministres, prévu à 16h. Merci Marie-Jeanne Tric pour ces précisions depuis le porte-parole du gouvernement qui change de tête et c'est maintenant Olivier Véran qui en prend la direction. Bonjour Boris Vallaud, merci d'être notre invité cet après-midi dans le non-stop. Vous êtes député Parti socialiste des Landes. Comment réagissez-vous à ce gouvernement Borne 2 avec une première ministre confirmée, avec une équipe assez peu renouvelée finalement? Vous avez dit l'essentiel. Il n'y a pas beaucoup de changements. On a complété un certain nombre de cases qui étaient vides et qui devaient être comblées par des macronistes. Donc c'est un gouvernement qui est très tourné vers lui-même et duquel on ne peut tirer aucune espèce de conséquences s'agissant d'un éventuel changement de politique, de méthode. Voilà, c'est un gouvernement qui ne dit pas grand-chose, sinon qu'il est le dernier carré des macrono-macronistes. Et peut-être que pour l'exécutif, l'argument consiste aussi à dire qu'il y a eu des consultations, mais que personne n'a véritablement saisi la main tendue d'Emmanuel Macron et de sa première ministre notamment. Oui, mais qui peut s'en étonner? Vous savez, nous avons été élus il y a 3 semaines, pour beaucoup d'entre nous, face à des candidats de la majorité. Nous n'avons pas été élus pour appliquer le programme du président de la République. Nous ne sommes pas là pour faire la majorité que les Français lui ont refusée. Et donc je pense qu'en responsabilité, eh bien, nous ferons notre travail de parlementaires dans un parlementarisme de fait que les citoyens et les électeurs ont choisi. Mais il ne s'agit pas d'être les supplétifs, évidemment, du gouvernement. Comment justement allez-vous travailler avec ce nouveau gouvernement, vous en tant que parlementaire, quand vous serez face à eux dans l'hémicycle? Bien, vous savez, nous sommes
serons pleinement législateurs. C'est-à-dire que nous proposerons des projets de loi, nous proposerons des amendements, nous amenderons les projets du gouvernement pour faire valoir la vision qui est la nôtre, mettant au cœur la question sociale, la question de l'urgence environnementale, de la crise démocratique aussi qui est là. Mais la question première qui se pose, c'est quelle leçon le président de la République lui-même tire de son désaveu électoral, de l'absence de soutien populaire à sa majorité et à son projet. À quoi est-il prêt à renoncer? Est-il prêt à venir sur des propositions que nous formulerions, par exemple sur le pouvoir d'achat? Je pense en particulier à l'augmentation du SMIC à 1 500 € par exemple, à l'ouverture des droits sociaux à 18 ans et non plus à 25 ans. Voilà, quel compromis il est prêt à faire, quelle nouvelle méthode il est prêt à engager. Est-ce que l'ordre du jour qui est sous maîtrise du gouvernement peut être partagé avec des propositions de l'opposition? C'est d'abord à lui à tirer les conséquences de ce qui se passe. Merci Boris Vallaud d'avoir été en direct avec nous. Pour Merci rebondir sur ce que disait notre invité Michaël Darmon à l'instant, quels enseignements Emmanuel Macron doit-il tirer de cette séquence qui se terminera véritablement mercredi après le discours de politique générale d'Elisabeth Borne au Parlement? Bien, c'est qu'il doit maintenant trouver le moyen de faire avancer son programme, de mettre en place les textes, trouver une majorité donc pour pouvoir les faire passer, en particulier les réformes les plus compliquées. On a compris qu'effectivement, d'ailleurs, peut-être le premier texte sera sur la situation sanitaire, ce qui permettra d'ailleurs de pouvoir avoir un assentiment de l'ensemble des forces politiques et déjà peut-être scénographier le fait que ça peut fonctionner, mais après ça sera plus difficile, si tant est que ça fonctionne, mais on va dire que ça peut éventuellement faire consensus. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que la question maintenant qui va se poser, maintenant que le gouvernement est formé, c'est à la veille du discours de politique générale, est-ce que la confiance doit être engagée? Priorité au direct, on va écouter la ex-ministre de la Santé, peut-être l'est-elle déjà, qui va laisser la place à un médecin urgentiste. Après presque 2 années entières en tant que ministre, déléguée à l'autonomie tout d'abord, puis à la santé et la prévention. Je veux d'abord remercier le président de la République et ses 2 premiers ministres, Jean Castex et Elisabeth Borne, pour cette confiance accordée depuis le 6 juillet 2020. Je suis une femme du Pas-de-Calais, ce territoire où je suis née, où j'ai grandi, que je n'ai jamais quitté, où j'ai fait le choix de l'engagement. Professionnel d'abord, dans le social, au service des autres, souvent des plus vulnérables. Associatif surtout, parce que je crois en la réussite de chacun, avec mes chantiers d'insertion sociale et professionnelle, et politique enfin, avec toujours cette même envie de faire bien, de faire du mieux, pour améliorer la vie de nos concitoyens, concrètement, en écoutant toujours et en partant souvent, et toujours même, des réalités du territoire. Cette boussole, c'est celle qui m'a guidée comme ministre. J'ai été nommée à la fin de la première vague de Covid. Comme beaucoup, j'ai vu l'engagement et le dévouement de l'ensemble des professionnels de la santé et du médico-social. Le médico-social, cela, malgré le manque de reconnaissance de la nation depuis longtemps. Le fondement de mon action fut celui de l'attractivité de ces métiers, souvent féminins, trop longtemps méprisés, précarisés, et pourtant si indispensables à tant de nos concitoyens. De toutes les choses que nous sommes amenés à faire comme ministre, je garderai pour moi avant tout toutes ces rencontres dans la France entière, avec les soignants, avec les aidants, dans nos EHPAD ou toute autre forme de structure, à domicile, avec les personnes âgées, dépendantes ou non. Je suis fière d'avoir participé à rendre plus visibles ces femmes et ces hommes. C'est dans ce même état d'esprit que j'ai pris mes responsabilités de ministre de la Santé et de la Prévention. La prévention, on en parle beaucoup, on en fait peu. Ce nom accolé à la santé doit s'incarner dans une politique volontariste, car tout le reste en découle. Cher François, chère Agnès, j'ai toute confiance en vous deux pour faire avancer les choses selon la méthode voulue par le président de la République. C'est le chemin que nous avons commencé à tracer pour les urgences, pour l'offre de soins, pour faciliter de belles coopérations intelligentes qui se mettent en place sur le territoire, de façon pragmatique. Regardez partout les bonnes pratiques. Les freins inutiles, les lever. Mettre des moyens supplémentaires dans nos territoires. Et surtout, remettre du collectif au service de nos concitoyens.
Ministre de la Santé et de la Prévention, ça nous donne la chance de travailler avec un écosystème particulièrement riche. Et comme je ne veux froisser personne, je vais m'abstenir de tout début de liste. Ils sont là, évidemment, devant vous. Pas tous, bien sûr, bien trop nombreux. Mais la santé, si c'est un ensemble de politiques publiques, c'est d'abord et avant tout le bien de chacun. C'est une exigence, celle de tout faire pour la protéger à chaque instant. C'est un devoir constant, une tâche rude, une vigilance de tous les instants. Et ce n'est pas notre vigilance sur la reprise épidémique qui me contredira. Mais surtout et plus que tout, c'est le respect. Respect d'un droit universel, celui de l'accès aux soins pour chaque citoyen. Droit qu'il conviendra d'avoir toujours à l'esprit dans les concertations à venir sur notre système de soins. La lutte contre la désertification médicale, dont j'ai fait le thème de ma première visite officielle, en était l'illustration. Ce ministère n'est l'apanage de personne d'autre que de nos concitoyens. On dit souvent que la vie politique se construit dans les défaites. C'est ma première, elle est rude. Alors, à l'heure où se banalise jusqu'au cœur du Parlement l'extrême droite, avec son projet de division et de haine, j'entends plus que jamais poursuivre mon engagement sur ce thème au service des Français. Je veux finir en vous remerciant toutes et tous, parlementaires, amis, collaborateurs précieux, conseillers précieux, assistants, agents, que ce soit dans les territoires ou ici au ministère, les ARS, les établissements. Merci aussi aux agents et à l'intendance qui nous rendent la vie plus douce. On pourrait dire que ce grand bâtiment est un peu froid, austère, mais ce serait méconnaître sa belle et riche histoire. On y trouve ici, et surtout des personnes exceptionnelles, qui ont le sens du devoir, le sens du service public. Permettez-moi un tout dernier clin d'œil. Lorsque je me rendais partout en France, au sein de structures pour personnes âgées, j'échangeais très souvent avec elles. Elles me disaient, soit par pudeur, soit peut-être même pour rassurer les leurs, soit pour remercier toutes celles et ceux qui leur prodiguaient soins et attention, soit peut-être même pour me faire plaisir. On est bien ici. Et c'était devenu l'état d'esprit de mon cabinet, par respect pour elles toutes. Alors je vous souhaite, cher François, chère Agnès, d'être bien ici. J'étais bien ici avec vous et pour vous. Merci et courage. Ministre de la Santé, qui dans un instant donc, va laisser la place à son successeur, le médecin urgentiste François Braun. Mais juste avant cela, vous le voyez, c'est Agnès Firmin-Lebaudot, exactement, qui est en train de s'exprimer. Elle est chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Voilà, c'est elle qui s'exprime pour le moment sur le pupitre avant que le nouveau ministre de la Santé ne prenne la parole. Thomas Soulier, on voit donc là aussi, il y a des changements de place, oui, des avec des profils, on va dire, professionnels de la santé. Oui, il y a des changements non pas par choix, mais par contrainte. On vient d'entendre Brigitte Bourguignon, qui est très émue. Si elle quitte le gouvernement, ce n'est pas par choix d'Emmanuel Macron, c'est parce qu'elle a perdu aux élections législatives. Et donc la règle est la suivante, quand on perd, on quitte le gouvernement. Pour la remplacer, donc, eh bien, on ne fait pas le choix d'un politique comme elle, mais plutôt d'un expert. Et là, c'est le cas, on vient de le voir, enfin, on va l'entendre dans quelques instants, François Braun, qui est donc ministre de la Santé désormais, médecin urgentiste
à Metz et qui préside le SAMU Urgence de France. C'est lui qui a été chargé la semaine dernière de remettre un rapport à Elisabeth Borne sur l'état des urgences en France. Et donc lui qui préconise notamment de limiter certaines urgences aux urgences vitales, d'améliorer l'information des patients. Vous avez le réflexe du 15 plutôt que le réflexe des urgences. Il connaît le dossier par cœur et peut-être que cela va rassurer cette profession d'avoir l'un des leurs à la tête de ce ministère. Et puis la dame qui est en train de parler s'appelle donc Agnès Firmin Le Bodo. Elle est députée, elle a un profil atypique parce qu'à la fois très politique, c'est une proche, très proche d'Édouard Philippe, une fidèle parmi les fidèles. Ils sont élus tous les deux au Havre, ils se connaissent parfaitement. Et elle est donc dans le quota Philippe de ce gouvernement. Et à la fois, elle est aussi pharmacienne. On l'a beaucoup entendue durant l'épidémie de Covid. Elle connaît aussi parfaitement ces sujets aussi de vaccination. Donc on voit qu'on passe d'un duo qui était Bourguignon-Abad, très politique, à un duo très expert avec Braun et Firmin Le Bodo. Sachant que, avec le pouvoir d'achat, la question sanitaire, Philippe, fait partie des dossiers prioritaires du gouvernement. Oui, et au fond, la mission flash que le président de la République avait confiée avec la première ministre à François Braun, qui était une mission d'urgence, d'où cette idée de mission flash, ça n'est qu'un pansement, alors que au fond, l'ambition du président de la République et de la première ministre, c'est de s'attaquer aux racines du mal, c'est-à-dire que de remettre à plat, en fait, l'offre de soins des déserts médicaux à l'hôpital, en passant par les urgences, en passant aussi par les difficultés pour beaucoup de Français qui vivent dans des zones rurales ou des zones urbaines, d'ailleurs, notamment dans des banlieues, pour pouvoir avoir un médecin généraliste, pour avoir parfois un médecin spécialiste. Au fond, le Covid a révélé un état de déliquescence ou d'une certaine déliquescence de notre système de santé qui est profond, et c'est un chantier extrêmement difficile parce qu'il ne s'agit pas, comme au Ségur de la santé, de rajouter une augmentation ici ou là, mais vraiment de repartir à zéro, de repenser au fond le système de santé qui a été bâti après la Seconde Guerre mondiale. C'est un chantier titanesque, et le fait qu'ils aient choisi non pas une personnalité politique, mais un urgentiste, c'est-à-dire un acteur de terrain, c'est un choix clair qui a été fait par le président et la première ministre. Mais bon courage, parce que franchement, c'est un ministère de la vie quotidienne des Français, de la naissance à la mort, et qui suscite une forme d'insécurité aussi chez beaucoup de Français qui se demandent, et ça a des conséquences, y compris sur l'immobilier. Vous savez, quand vous cherchez un logement, une maison, quand vous vous demandez est-ce que je peux aller habiter dans telle ou telle zone, est-ce que j'aurai un médecin à côté de chez moi, est-ce que s'il m'arrive quelque chose, je serai bien protégé et bien soigné. François Braun va prendre la parole, le nouveau ministre de la Santé. Je suis un peu novice dans l'exercice. Madame la ministre, ou chère Brigitte plutôt, chère Agnès, je suis effectivement novice dans cet exercice. Je ne connais pas encore bien les usages. C'est pourquoi, si je ne mets pas les formes républicaines habituelles, je vous demande d'abord de m'en excuser. Je ne vous connais, Madame la Ministre, que depuis quelques semaines, mais au fil des réunions, j'ai pu découvrir et apprécier votre honnêteté, votre gentillesse, votre écoute bienveillante et la volonté qui vous anime de prendre les problèmes à bras-le-corps. La mission Flash que vous m'avez demandé de piloter témoigne de cette volonté d'affronter les problèmes. Sans attendre, je m'engage, Madame, à suivre ce chemin que vous avez tracé. La santé est une préoccupation principale des Français. C'est une priorité pour le président de la République. Les attentes sont fortes, elles sont légitimes. Notre système de santé est capable de faire des choses extraordinaires, comme pendant la pandémie, mais il manque de souplesse, de visibilité. Il n'est plus compris par nos concitoyens, mais aussi par nos soignants. Nous devons en être conscients. Les urgences générales, pédiatriques, psychiatriques, gynéco-obstétricales sont malades. L'hôpital public n'est pas bien et tout notre système de santé est à bout de souffle. Loin des incantations, des yaka faucons, je compte conduire une rénovation de notre système de santé, aidé par Agnès, centrée sur les besoins de santé des Français, au plus près des différents territoires de la République, dans l'Hexagone, mais aussi dans nos territoires ultramarins. Car c'est au plus près des territoires que nous devons agir, avec les élus, les soignants et les soignés. Ce sont les territoires qui vont, grâce aux ARS,
se saisir de la boîte à outils que nous devons leur remettre pour s'organiser localement. Les besoins de santé ne sont pas les mêmes en Moselle-Est ou dans le Pays Basque. Il faut en tenir compte. Dès les prochains jours, nous recevrons les corps intermédiaires de la santé pour démarrer la grande concertation des parties prenantes voulue par le président de la République. Et nous nous déplacerons sur le terrain car je veux garder ce lien avec ceux qui m'accompagnent depuis plus de 30 ans, qui sont jour et nuit auprès des malades et de ceux qui souffrent. Dans ce chantier qui s'ouvre, je sais pouvoir compter sur toi, Agnès, ministre déléguée, qui aura aussi la lourde tâche de m'initier aux subtilités de nos parlements. Je sais aussi pouvoir compter sur les administrations centrales, que je verrai très rapidement, et évidemment sur les ARS et leurs directeurs généraux, que je sais mobiliser dans la crise actuelle. Car c'est ensemble, soignants, soignés, élus, administration, que nous devons conduire cette rénovation de façon rapide, réaliste et pragmatique, car tout, bien sûr, ne pourra être fait en quelques semaines ou mois, mais aussi en se projetant dans les années à venir. Mais il y a urgence. Urgence pour lutter contre les inégalités d'accès à la santé dont les déserts médicaux sont l'emblème la plus terrible. Urgence pour l'hôpital et pour ses soignants et tous ces personnels de santé terrassés par la crise Covid dont nous n'avions pu anticiper de telles conséquences. Urgence pour réunir la ville et l'hôpital main dans la main et non plus côte à côte dans la seule volonté de répondre aux besoins de santé de nos concitoyens. Urgence également pour mettre enfin la prévention au centre de nos préoccupations dans une conception de santé globale que nous devons aux générations à venir. Vous pouvez compter sur moi pour m'y atteler tout de suite et sans relâche. Urgentiste je suis, urgentiste je reste, avec dans mon ADN la volonté de qualifier les problèmes et d'agir rapidement pour les résoudre, en m'appuyant sur vous tous et tous ceux qui travailleront avec nous. Merci à tous. – 14h34 et on vient d'entendre donc François Braun, le nouveau ministre de la Santé, après cette passation de pouvoir avec sa prédécesseur Brigitte Bourguignon. Michaël Darmon, on a entendu, la tâche ne va pas être aisée. Il y a beaucoup de points à traiter sur le plan de la santé et le nouveau ministre en est bien conscient. Oui, et d'ailleurs, il a dressé d'emblée un diagnostic assez inquiétant, assez réaliste, et qui rejoint un petit peu les conclusions et ses réflexions dans sa mission Flash, qu'il a remise récemment, pour pouvoir justement d'emblée confirmer sa feuille de route, c'est-à-dire ça va être difficile. C'est une réforme compliquée qui est demandée par les Français, en même temps qui va certainement rencontrer beaucoup de résistance, parce que si pour vraiment changer le système, il va falloir aussi faire changer des modes de fonctionnement et peut-être faire éclater quelques bastions. Donc de ce point de vue-là, il a posé effectivement d'emblée une mission très très compliquée dans le prolongement d'Agnès Firmin-Le qui s'est exprimée donc avant lui. Et c'est intéressant de constater que les deux dossiers les plus explosifs en fait, c'est-à-dire celui de la transition écologique et de la transformation des territoires, ainsi que le sujet donc de la santé, sont confiés à des proches d'Édouard Philippe. Ce sont un peu des cadeaux empoisonnés. C'est-à-dire qu'ils sont aussi mis à l'épreuve. Emmanuel Macron a donné à des proches d'Édouard Philippe les deux dossiers les plus compliqués, c'est-à-dire la transition et la manière donc, de transformer les territoires en fonction donc, de ces sujets, et la santé avec un technicien, certes quelqu'un de très expert à ses côtés, mais avec une très proche d'Édouard Philippe qui va être justement en première ligne avec l'administration, la bureaucratie médicale qui est considérée comme étant la plus compliquée à faire bouger, et on l'a vu aussi durant la pandémie. Merci à tous les deux. On en reparle dans un instant. Nous serons notamment en direct avec Patrick Pelloux, président de l'association des médecins urgentistes de France, un collègue du ministre de la Santé. À tout de suite.
9h midi. Merci d'être avec nous sur BFM TV. Bruce Toussaint vous emmène au cœur des news. 2 informations capitales ce matin. Vous saurez tout. Pour qui, quand, comment se passe la vaccination? Vous comprendrez tout. C'est quand même du jamais vu dans l'histoire des réseaux sociaux. Elle parlait plus de fake news, mais de rumeurs. Avec du débat. Chers collègues, vous vous trompez, c'est qu'il n'y a pas de stratégie en réalité. C'est un débat qui est complexe et enflammé. Et les invités qui font l'actualité. Aussi des questions. Oui, bah oui. Alors, il faut tourner la page. Je vais m'améliorer. Le live Toussaint, tous les jours, à 9h sur BFM TV. Votre programme commence dans 8 secondes, soit le temps qu'il faut pour transformer votre canapé en vrai lit. Votre programme avec la maison convertible. La vie est toujours en mouvement. Imprévisible. Et belle. La vie est la meilleure histoire. Pandora, pour toutes les histoires. Vous rêvez d'indépendance? Ne vous fâchez pas. Groupe Verlaine installe chez vous une centrale solaire de 3 kg pour produire votre électricité en toute autonomie au prix unique de 7 900 €. Oui, 7 900 €. Consultez nos experts sur groupeverlaine.com ou en composant le 3620 et dites Groupe Verlaine. J'ai regardé, il était pas là ce poteau. Mais là, hop, il est là. Je comprends pas. Rassurez-vous, nous on vous comprend et on vous assure à partir de 10 € par mois. Euro Assurance, vous voilà rassuré. Chez Poltron et Sofa, nous sommes toujours heureux de vous revoir. Avec la collection Rendez-vous, retrouvez le plaisir de vivre à votre rythme. Avec le canapé lit Sariano, avec son vrai matelas à 1039 €. Et vivez des moments magiques avec le canapé d'angle Tiedoli et son mouvement relax électrique à 1469 €. Vous voyez, chez nous, vous êtes toujours les bienvenus. Poltrone e sofà, autentica qualità. Et voilà. – 14h39, retour sur le plateau du non-stop où cet après-midi, eh bien, on continue de suivre les passations de pouvoir maintenant que le nouveau gouvernement, le gouvernement Borne 2, a été annoncé dans la matinée. Et on continue de suivre évidemment ces nouvelles nominations, de découvrir ces nouveaux profils, même s'ils ne sont pas si nombreux que ça dans ce nouvel organigramme. Le travail, en tout cas, commence dès cet après-midi, puisque à 16h sera convoqué le premier conseil des ministres. Anne-Sora Dubois, vous êtes à l'Élysée et il aura lieu à 16h, ce conseil des ministres. Anne-Sora Dubois, maintenant que vous nous entendez, vous êtes prête ? Oui. On le disait, ça y est, à peine nommé, ce nouveau gouvernement se mettra au travail à 16h pour ce conseil des ministres, un nouveau gouvernement, finalement, sans surprise. Oui, sans surprise, il faut dire que depuis que Emmanuel Macron est à l'exercice du pouvoir, jamais il ne se sera écoulé aussi peu de temps quand même, il faut le dire, entre l'annonce de la nomination d'un gouvernement et le premier conseil des ministres, moins de 6 heures. Le message est clair tout de même. L'idée, c'est de dire qu'après des semaines de tractations, de discussions avec les oppositions, de discussions aussi entre Emmanuel Macron et sa première ministre, c'est le retour de la thématique du gouvernement d'action, donc immédiatement au travail. Et il faut dire que le sujet qui attend les ministres délégués et secrétaires d'État cet après-midi à 16h est un sujet d'urgence, le retour du sanitaire dans la politique gouvernementale, la reprise épidémique. Il faut dire qu'à l'origine, c'est bien aussi la suite de l'impact de ces élections législatives jusqu'au plus haut sommet de l'État. Ce projet de loi, il devait être examiné juste après les élections législatives. Évidemment, le séisme à l'Assemblée a reporté l'examen de ce projet de loi. Pour vous en donner quelques détails, il n'est pas question d'un retour de l'état d'urgence sanitaire ni du retour du pass sanitaire, mais peut-être d'un retour du pass sanitaire aux frontières françaises. En attendant, effectivement, c'est la nouvelle donne de cet exécutif et de ce gouvernement. Il faudra bien sûr, à l'issue, ça ne suffit pas de l'examiner en Conseil des ministres, trouver à l'Assemblée une majorité pour pouvoir le voter. Merci beaucoup, merci Anne. Thomas Soulier, refaisons le planning jusqu'à mercredi avec une petite info en bonus. Information d'Elisa Bartholomé du service politique de BFM TV. Il n'y aura pas de vote de confiance mercredi à l'Assemblée. Vous savez qu'il y avait un débat depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Est-ce que oui ou non, après son discours de politique générale, Elisabeth Borne solliciterait le vote des députés? Eh bien, évidemment, sans surprise,
c'est non. Pourquoi non? Parce qu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée pour la Macronie. Par conséquent, s'il y avait eu un vote, option numéro 1, eh bien Elisabeth Borne aurait perdu, n'aurait pas eu la confiance et par conséquent aurait dû quitter Matignon et tout le gouvernement aurait été démis. 2 jours après un remaniement, ça aurait été un petit peu étrange. Et puis deuxième option, elle aurait pu le remporter, sauf qu'avec cette fois-ci, eh bien des votes abstention, notamment pourquoi pas des députés RN. Et donc, il était évidemment hors de question de rester au gouvernement grâce à l'abstention de vote de députés proches de Marine Le Pen. Donc, pour ces 2 raisons-là, l'exécutif et donc Elisabeth Borne, Emmanuel Macron ont fait le choix de la raison. Et donc, il y aura un discours, certes, de la Première ministre mercredi à l'Assemblée, mais sans vote à l'issue, ce qui promet des débats plutôt houleux après le discours. Merci Thomas Soulier. Michaël Darmon, on le disait, un gouvernement qui va devoir se mettre à la tâche assez rapidement avec beaucoup de priorités. On a l'impression qu'en fait, il n'y a que des priorités pour ce nouveau gouvernement. On l'a vu avec la santé, on a entendu tout à l'heure avec le nouveau ministre. Il y a aussi la question écologique, vous le disiez tout à l'heure, mais il y a aussi le pouvoir d'achat, il y a aussi la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Finalement, tout est prioritaire. Comment ils vont s'en sortir? Tout est prioritaire et tout va prendre beaucoup plus de temps. C'est ça la grande difficulté en réalité, puisque comme effectivement il faudra trouver une majorité à chaque fois, chaque texte sera au fond donc à chaque fois une discussion importante avec à chaque fois il sera accompagné d'une question, d'une polémique politique. Par exemple, le texte sur le code sanitaire et la situation et la crise sanitaire, puisqu'il n'y a plus au fond de reconduction de l'état d'urgence, puisque le pass sanitaire de manière globale ne serait pas reconduit, alors la question tout simplement de la réintégration des personnels soignants qui ont été suspendus parce qu'ils ne voulaient pas l'utiliser, eh bien sera posée. Est-ce que ce texte de loi va avoir dans son contenu, est-ce qu'il va avoir ces dispositions? S'il ne l'a pas, il faut s'attendre évidemment à une polémique politique, puisqu'on a déjà entendu plusieurs groupes de l'opposition le réclamer. En réalité, ce que me dit quelqu'un hier qui connaît très bien ces arcanes, il y avait une image extrêmement parlante. Il disait en fait, chaque texte sera comme une prise d'otage, sera pris en otage, et il faudra des négociateurs pour venir libérer le texte. C'est la raison pour laquelle il y a un projet, en tout cas une proposition qui a été faite pour pouvoir réorganiser un gros pôle parlementaire à l'Élysée, parce qu'il faudra sûrement parfois des heures, parfois des nuits de négociation pour pouvoir négocier et libérer un texte du fait qu'il soit justement contraint par des oppositions ou parfois par des obstructions. À propos d'opposition, nous sommes en direct avec Edwige Diaz. Bonjour, merci. Vous êtes député au Rassemblement national de la Gironde. Comment réagissez-vous à cette annonce, ce nouveau gouvernement, ce remaniement? Mais je me suis dit, ma première réaction, ça a été en fait tout ça pour ça. En fait, ils nous ont fait attendre si longtemps pour finalement nous offrir aucune surprise. Donc ça, c'était ma première réaction. Et puis après, on a entendu parler d'un gouvernement d'ouverture, peut-être même d'union nationale. Et en fait, on assiste à la nomination d'un gouvernement de rétrécissement où il y a même des députés de la majorité qui deviennent ministres. En fait, on se demande, il y avait vraiment personne qui avait envie d'intégrer ce gouvernement. Et ma troisième réaction, ça a été, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont reconduit tous ceux qui ont échoué. Et je pense plus particulièrement à M. Darmanin, dont on a vu l'échec cuisant au moment du Stade de France. Eh bien, on se rend compte qu'il est donc reconduit ministre de l'Intérieur et en plus qu'il hérite du portefeuille des Outre-mer. Je pense que ça ne fera pas du tout plaisir à nos compatriotes ultramarins qui se sont sentis délaissés sous l'ancien quinquennat et là qui sont encore plus délaissés puisqu'ils perdent leur ministère exclusivement dédié à eux. Vous reprenez les propos de Marine Le Pen. Ceux qui ont échoué sont tous reconduits. On a bien compris que c'était un peu le mot d'ordre du côté du RN. Comment est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir travailler maintenant de manière opérationnelle au Parlement avec ce nouveau gouvernement? Sur quel point particulier, sur quel texte vous souhaitez peut-être aller dans le sens de la majorité ou alors sur lesquels vous savez déjà que vous allez vous opposer frontalement?
Oui, en fait, nous maintenons notre position, c'est-à-dire que à partir du moment où un texte ira dans le bon sens, nous le voterons. Quand il sera perfectible, nous l'amenderons, et quand il sera toxique, nous le combattrons. Ça, c'est notre ligne. Après, il ne faut évidemment pas compter sur les élus du Rassemblement national pour servir de marchepied ou de faire valoir à Emmanuel Macron. Je l'ai dit, nous adopterons les 3 positions que je viens de vous décrire. Je pense que c'est pour ces raisons que les Français nous ont élus, et je le dis, ils pourront continuer de compter sur nous. D'après les informations du service politique de BFM TV, Elisabeth Borne ne sollicitera pas la confiance des députés mercredi. Qu'en pensez-vous ? De toute façon, nous, on ne l'aurait pas voté. Mais si elle ne sollicite pas la confiance des députés, ça veut très bien dire qu'ils sont mal à l'aise dans cette situation. Voilà, 3 mois pour avoir plusieurs mois pour avoir un gouvernement de rétrécissement. On voit bien qu'il marche sur des œufs. Et donc, oui, c'est une fois de plus un recul de la part de Madame Borne qui n'ose pas affronter le Parlement, demander sa confiance. Écoutez, rien de nouveau sous le soleil. On a l'impression que M. Macron n'a pas tiré les enseignements de son échec aux élections législatives. Il n'est vraisemblablement pas déterminé à écouter les oppositions, alors que la semaine dernière, il a quand même reçu les présidents de parti, Madame Borne aussi. Et là, vraisemblablement, on se dirige vers une continuité, c'est-à-dire des ministres et un Emmanuel Macron qui est enfermé dans ses certitudes et qui n'entend pas écouter les oppositions. Mais je pense que ça leur causera préjudice parce que les Français ont élu des députés du Rassemblement national précisément pour faire changer les choses. Et ils ne vont pas se satisfaire de ces déclarations d'intention qui ne sont pas suivies des faits. Merci Edwige Diaz d'avoir répondu à nos questions cet après-midi, député Rassemblement national. De la Gironde, d'un nouveau gouvernement, donc déclaré, annoncé ce matin, et le travail qui commence dès 16h dans quelques heures. Le travail, ce sera évidemment à 16h avec ce Conseil des ministres. Anthony Lebos, vous êtes à Matignon, on vous retrouve, puisque on l'a appris de notre service politique, Elisabeth Borne ne devrait donc pas engager la confiance des députés mercredi, elle ne va pas le faire. Alors, sans avoir pu trouver de ralliement, la Première ministre va donc devoir gouverner sans majorité et avec une équipe renouvelée finalement qu'à la marge. Absolument, c'est bien résumé, un gouvernement remanié, recyclé, mais aucune ouverture. Souvenez-vous, Emmanuel Macron avait envisagé un temps un gouvernement allant des Républicains aux communistes. Finalement, il n'en est rien sur le papier, il n'y a pas d'accord de gouvernement, pas de coalition non plus. La seule ouverture qu'il y a finalement dans ce gouvernement, c'est en interne pour récompenser les partis de la coalition présidentielle, le MoDem, Horizon, Agir, qui ont réussi à glaner des ministères, mais tout cela ne va pas permettre d'élargir la majorité à l'Assemblée nationale, et ça va évidemment compliquer sérieusement les choses pour l'exécutif, pour Elisabeth Borne en première ligne évidemment, pour faire passer des textes d'une importance considérable, notamment le prochain qui est sur la table, celui sur le pouvoir d'achat. Ça veut dire aussi que l'exécutif va devoir aller tantôt chercher à droite, tantôt chercher à gauche des députés constructifs pour tenter de faire passer ces textes de loi. Elisabeth Borne, qui selon Matignon est toujours à la tâche pour tenter d'élargir, de consolider cette majorité, elle va peut-être aussi pouvoir s'appuyer sur son nouveau ministre chargé des relations avec le Parlement, Franck Riester, habile technicien, politicien, fin négociateur. Également, quant au vote de confiance, vous l'avez dit, information BFM TV d'Elisa Bertholomé, elle ne sollicitera pas le vote de confiance. Ça veut dire que, d'abord, ce n'est pas obligatoire. Il faut le préciser, évidemment, après une déclaration de politique générale, le Premier ministre n'est pas obligé de demander cette confiance. Mais, me disait un conseiller de l'exécutif, c'est à la fois un aveu de faiblesse et un aveu de réalisme, parce qu'elle n'a pas de majorité absolue. Ce même conseiller de l'exécutif me disait en conclusion, je cite, le président veut un gouvernement d'action, pas question que ce gouvernement saute au bout de 3 jours. Fin de citation. Merci beaucoup Anthony Lebos pour BFM TV. Parmi les petites surprises de ce remaniement, François Braun, qui est désormais ministre de la Santé, qui jusque-là présidait l'association SAMU Urgences de France. Il était à la tête de la mission Flash, ordonnée par Emmanuel Macron, pour les urgences, pour l'hôpital public, savoir où étaient exactement les problèmes pour remédier à l'énorme problème des urgences. Nous ne sommes qu'au début de l'été, qui pourrait être un été très délicat dans les établissements sanitaires. Bonjour Patrick Pelloux, merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'Association des médecins urgentistes de France. D'abord, est-ce qu'on vous avait proposé à vous le poste de ministre de la Santé ? Oh non, rien du tout. Rien du tout. Alors, François Braun comme ministre de la Santé, ça vous évoque quoi ?
D'abord, je connais François depuis près de 20 ans, donc c'est quelqu'un qui est intelligent, qui est travailleur, qui a su monter son syndicat SAMU Urgence de France et en faire une sorte de parti politique. Donc il a réussi à gravir tous les échelons, et c'est la première fois que dans le monde syndical hospitalier, vous avez un président de syndicat en fonction qui devient ministre. Donc c'est vrai que c'est quand même ça on trouve ça... C'est bien, quoi, c'est drôle. Enfin bon, voilà. C'est bien ou c'est drôle? On vous sent un petit peu, je suis désolée, mais on vous sent un petit peu hésitant, un petit peu railleur. Est-ce que véritablement, c'est pas une bonne chose d'avoir un expert des urgences quand on connaît les problèmes de l'hôpital que vous-même vous relayez depuis des mois, des années même? Ouais, mais non, mais c'est bien. C'est juste que François Braun, j'espère qu'il va être le ministre de la République et le ministre de tout le monde. C'est-à-dire que j'espère que François, là, il a fait sa mission flash, il nous a pas concerté, il a fait son truc très bien. Il y a des tas de choses sur lesquelles il a fait. Je comprends pourquoi il est fait, parce que ça, on peut dire qu'il n'a jamais changé d'avis sur le fait d'empêcher les gens d'aller aux urgences et d'appeler le 15 avant, de fermer des structures d'urgence. Bon, mais on n'est pas d'accord avec ça. Mais moi, j'ai beaucoup d'amitié pour lui, donc j'ai le droit de ne pas être d'accord avec un pote, avec un ami. Pour qu'on comprenne bien, vous doutez de quoi exactement sur ce qu'il pourrait réussir à faire ou pas, en l'occurrence? Il faut qu'il réussisse à parler à tout le monde, d'accord? Il y a des sujets qui sont absolument majeurs. Là, on va passer un été extrêmement difficile. Bon, ça a commencé déjà. Deuxièmement, il faut savoir qu'il ait vraiment un discours sur ce qu'il pense de l'hôpital public, de la mission d'intérêt général, de ce qu'est l'hôpital public. Ensuite, vous avez tout un volet social qui est hyper important, parce que avec le Ségur de la santé, les praticiens hospitaliers ont perdu 4 échelons. Donc il y a un rattrapage à faire là-dessus. Il faut une égalité de rémunération entre les gardes du privé et du public. Il y a des gros chantiers qui sont très symboliques. Si concernant, et pour faire écho, parce qu'il va mettre, il n'est pas schizophrène, donc d'un coup il va forcément appliquer sa mission flash. Si on reste sur la problématique de l'été, c'est juste les urgences, on a tout faux. C'est la problématique de l'hôpital dans son ensemble. Deuxièmement, on ne peut pas, à mon avis, c'est ce qui probablement nous oppose, oublier les sapeurs-pompiers, par exemple, dans le système de secours. Bon, ça, c'est ce qu'ils ont oublié dans leur mission flash, soit dit en passant. Et puis surtout, c'est évidemment ne pas dire... il y a trop de services d'urgence qui sont ouverts, on va en fermer, on va fermer la nuit, on va dire aux gens d'appeler le 15, etc. Tout ça, c'est vraiment des problématiques extrêmement aiguës, et l'hôpital est vraiment en train de s'écrouler. Alors, je pense que ça, il le sait. Voilà. Merci Patrick Pelloux. On a bien compris le message, un ministre de la Santé urgentiste qui doit aller au-delà des urgences. C'est votre message adressé à François Braun, message un peu piquant cet après-midi en direct sur notre antenne. Merci beaucoup à vous. C'est la météo. C'est la météo avec B&B Hôtel. Et ça, le bonheur de Max, qui sait qu'il sera toujours le bienvenu dans son B&B Hôtel favori. La météo avec Vredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. Bonjour à tous, à nouveau des orages localement violents attendus au cours des prochaines heures. 4 départements sont placés par Météo France en vigilance orange, le département du Rhône, la Loire, la Haute-Loire et le département de l'Ardèche. Soyez extrêmement prudents, au moins jusqu'à 21h. Et puis attention également sur tous ces départements limitrophes placés en vigilance jaune, parce que là aussi des orages localement violents sont attendus. Vigilance jaune canicule également entre les départements du Sud-Est et la Corse, parce que là les températures atteignent en ce milieu d'après-midi les 37-38 degrés, notamment dans l'intérieur du Var. Les nuits sont très chaudes, donc attention pour cet après-midi et pour ce soir à ces orages localement violents attendus dans le centre-est. Un ciel assez chargé au sud de la Garonne. Ailleurs dans l'ensemble du soleil, plein soleil d'ailleurs pour les régions de la moitié nord. Les températures pour cet après-midi, elles sont souvent de saison, hormis c'est vrai dans le sud-est où c'est vraiment la chaleur qui s'invite. 36-38 degrés attendus entre les Bouches-du-Rhône et le département du Var. 36 également pour Bastia, 26 pour Nantes. C'est
plus respirable, 27 à Paris et 20 degrés pour Brest. Demain matin, donc retour au calme, du soleil pour tout le monde, quelques nuages pour les Pyrénées, pour les côtes de la Manche, même programme dans le courant de l'après-midi, petite tendance orageuse pour les Pyrénées quand même, et puis les températures demain matin un peu fraîches, parfois 10 à Brest, 14 à Paris et toujours 23 pour Marseille et pour Nice, et dans l'après-midi, des températures toujours très élevées dans le sud-est, jusqu'à 35 pour Marseille, 29 à Lyon, 27 pour Nantes et 21 pour Brest, demain après-midi. C'était la météo avec B&B Hôtel. Et ça, la bonne humeur de Max, pour qui il fera toujours beau chez B&B Hôtel. C'était la météo avec Vredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. Regardez votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com. Voici le prix que Sophie a payé pour son séjour à l'hôtel. Pas mal, Sophie. Laura a séjourné dans le même hôtel avec les mêmes avantages, mais la différence est flagrante. Pourquoi ? Eh bien, Sophie a trouvé son hôtel sur son site habituel, alors que Laura a utilisé Trivago pour comparer les tarifs des principaux sites de réservation et dénicher une super offre. Quelque chose me dit que Sophie utilisera Trivago la prochaine fois. Un hôtel ? Trivago. RMC en mode Tour de France. Ah, c'est bon, là. J'ai la forme. Ça va être énorme, ce Tour de France. Tour de France, c'est un sport de commando. N'oublie pas que c'est toi qui es le leader et c'est toi qui dois emmener le groupe. Hein. Allez, on augmente le rythme. Allez, Christophe, allez. Mais je suis à fond, je te dis, je suis à fond. Vous allez pédaler, nom de bleu, vous allez pédaler. Allez, t'as toute l'équipe derrière toi. 100% des étapes du Tour de France en intégralité jusqu'au 24 juillet. Pédalez plus vite, allez. À vivre en direct sur RMC. Alors, oh là là, le monde est beau. Chez Optical Center, la première paire est à moins 40% et la deuxième est offerte. Encore plus beau. Je crois que ça marche plus, là. Ah non, ça va. C'est juste mon fils. J'ai eu peur. Tu vas peut-être mieux, mais t'es pas devenu plus drôle. Qu'est-ce que t'as dit, là? Ils ont des appareils auditifs, hein, si tu veux, papa. C'est vrai. Ah, d'accord. Chez Optical Center, voyez et entendez la vie du bon côté. Avec l'offre unique, votre première paire est à moins 40% et la seconde offerte à votre vue, quelle que soit la marque, même en progressif. Dispositifs médicaux, optique et audition. Le spray Pur Essentiel anti-pique, 7 heures de protection pour toute la famille. Pur Essentiel, l'efficacité à l'état pur. Mais t'as bossé ton revers ou quoi? Je travaille chez ArthurImo.com. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Et voilà. Faites le bon geste. Estimez votre bien sur ArthurImo.com. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo Vacances. Petit prix, grandes vacances. À saisir chez Promo Vacances, la Tunisie est à partir de 399 €, tout compris. Tout est dit. Nouvelle Opel Astra, hybride rechargeable. Venez l'essayer. Chez Poltron et Sofa, nous sommes toujours heureux de vous revoir. Avec la collection Rendez-vous, retrouvez le plaisir de vivre à votre rythme. Avec le canapé lit Sariano, avec son vrai matelas à 1039 €. Et vivez des moments magiques avec le canapé d'angle Tiedoli et son mouvement relax électrique à 1469 €. Vous voyez, chez nous, vous êtes toujours les bienvenus. Poltrone Sofa, autentica qualità. Et voilà. Il est 15h. À la une, ce remaniement sans réelle surprise de semaine après les législatives. Il n'y a pas eu, par exemple, de débauchage. L'opposition moque des chaises musicales.
La suite des passations de pouvoir au gouvernement. Et tout à l'heure, ça s'est passé au ministère de la Santé avec cette passation entre Brigitte Bourguignon et un médecin urgentiste, François Braun, auteur de ce fameuse mission flash pour le gouvernement, découverte dans cette édition. Parmi les sortants également, puisqu'on parlait de Brigitte Bourguignon, Damien Abad, qui dans son discours d'adieu a dénoncé, je cite, des calomnies ignobles. Il est visé par une plainte et donc une enquête du parquet de Paris pour tentative de viol. Et puis à peine constitué, ce gouvernement se met donc déjà en ordre de marche. Le premier conseil des ministres, très important, a lieu cet après-midi, dans moins d'une heure. Ainsi donc la voie est libre. On retrouve Anne-Sora Dubois à l'Elysée. Dans une heure aura lieu le Conseil des ministres, le premier du gouvernement Borne 2. Et c'est inédit, jamais depuis qu'Emmanuel Macron est à l'exercice du pouvoir, il ne s'était écoulé aussi peu de temps entre l'annonce de la nomination d'un gouvernement et le premier Conseil des ministres. Moins de 6 heures donc entre l'annonce de ce nouveau gouvernement et le premier Conseil des ministres qui se tiendra donc à 16h à l'Elysée cet après-midi. Il faut dire que le sujet qui va occuper les ministres délégués et secrétaires d'État est un sujet d'urgence. Il circulait à bas bruit depuis plusieurs semaines, plusieurs mois en France. La reprise épidémique, projet de loi sanitaire donc sur la table de ce Conseil des ministres. Et puis, sachez qu'initialement, ce projet de loi, il devait être examiné juste après les élections législatives. Le séisme à l'Assemblée nationale a repoussé son examen. Retour donc de la thématique du gouvernement d'action très rapidement. Au front face au Covid, il sera suivi, évidemment, ce Conseil des ministres du tout premier point presse du nouveau porte-parole du gouvernement et ancien ministre de la Santé, Olivier Véran. Avec nous en plateau du service politique BFM TV, Thomas Soulier, Amandine Atalaya et Benjamin Duhamel. Amandine Atalaya, comment on peut qualifier ce remaniement ? Alors c'est un remaniement qui ne règle pas les problèmes d'Emmanuel Macron, mais c'était prévisible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élargissement politique réel. Il y a en effet quelqu'un qui était par exemple au Parti communiste ou une Caroline Cayeux qui vient de la droite. Mais enfin, ce n'est pas grâce à ce remaniement qu'Emmanuel Macron parviendra à aller, par exemple, chercher les voix manquantes à l'Assemblée pour faire passer ces textes. Donc pas d'élargissement politique d'une part. Une impression de recyclage de certains ou certaines ministres par ailleurs, puisqu'il y a des retours de noms de personnes qui n'avaient pas été prises lors de la nomination du précédent gouvernement et qui cette fois sont appelées ou rappelées. Donc là où Emmanuel Macron avait tenté à un moment donné, puisqu'il n'avait pas fait appel à eux, de donner un peu de souffle d'air frais et de renouvellement dans la vie politique, preuve en est qu'il n'a pas réussi et que donc on voit bien qu'il y a un banc de touche qui aujourd'hui est assez réduit pour Emmanuel Macron parmi les personnalités auxquelles il peut aujourd'hui faire appel. Les poids lourds restent les mêmes dans ce gouvernement. Il n'y a là non plus aucune modification. Donc c'est une forme de remaniement banalisé en quelque sorte. C'est-à-dire d'une part dans la façon dont c'est fait, un simple communiqué. D'autre part avec les noms qui sont choisis. Ce n'est pas une étape réellement importante dans ce quinquennat d'Emmanuel Macron. Ça lui permet de commencer à travailler. Maintenant ça va se passer à l'Assemblée et en fonction de comment ça se passe, on verra si ce gouvernement a une chance de durer un peu dans le temps ou pas. Rien n'est moins sûr. Et il se pourrait très bien que si ça bloque à l'Assemblée, on parte in fine sur un horizon d'1 an, sur une dissolution et à terme un nouveau gouvernement. Benjamin, fallait-il s'attendre à autre chose que ce casting-là ? Non, sans doute non. Ce casting aurait pu être réalisé au lendemain de l'élection législative. La difficulté, c'est le contraste qu'il y a entre le ballet, la scénographie à laquelle on a assisté depuis 2-3 semaines avec ces rendez-vous, cette volonté d'annoncer la recherche d'une coalition. C'était du théâtre ou il y avait une réelle volonté d'aboutir à des débauchages, à des mains tendues La politique, c'est de la mise en scène. La politique, c'est d'essayer de construire des compromis aussi en prenant à témoin les oppositions. Après, si la question est de se demander si à un moment Emmanuel Macron a sincèrement cru à la possibilité de nouer ce gouvernement de coalition, sans doute pas. En réalité, le pari de l'exécutif était de montrer à l'opinion que les mains tendues venaient de l'exécutif, que si d'aventure il y avait blocage ou obstruction, c'était de la responsabilité des oppositions. Mais c'est vrai qu'au final, il peut malgré tout y avoir le sentiment d'une forme de contraste entre le résultat de ce remaniement, pas spectaculaire, des ajustements, quelques rentrées, mais rien de particulièrement frappant, et les semaines qui ont abouti à ce remaniement, laissant entendre qu'il y allait avoir un vrai changement, que ce gouvernement allait en quelque sorte illustrer
le message qui avait été envoyé aux Français à travers les urnes et à travers les élections législatives. Or, voit bien que ce gouvernement-là ne reflète pas la nouvelle Assemblée à partir du moment où il ressemble à peu de choses près au gouvernement qui avait été nommé avant. Un gouvernement qui ne reflète pas les oppositions, c'est ce que déclare également Jean-Luc Mélenchon. Thomas Soilier, on va regarder ce tweet du leader de la France Insoumise. Après le gouvernement du Conseil de défense, voici le gouvernement de fait, battu aux élections, maintenu par la seule faveur du prince. Pas de vote de confiance pour les députés, point d'interrogation. Vous pouvez nous confirmer qu'effectivement, il n'y en aura pas, Thomas. Oui. Macron va dissoudre le peuple qui les a élus, point d'interrogation. Beaucoup de questions soulevées par Jean-Luc Mélenchon. Alors, beaucoup de questions. C'est à peu près le même tweet que Marine Le Pen qui parlait aussi des battus qui restent au pouvoir. Il faut préciser une chose, c'est que les ministres qui ont été battus aux élections législatives n'ont pas pu rester au gouvernement. C'est donc a été le cas de Brigitte Bourguignon, on l'a vu à l'instant à l'antenne, Amélie de Montchalin, ou encore d'autres. Donc non, c'est factuellement faux de dire que les battus sont encore au gouvernement. Et puis il pose une question, pas de vote de confiance pour les députés. En effet, selon les informations, il n'y aura pas de vote de confiance mercredi à l'Assemblée. Donc Elisabeth Borne va prendre la parole, va tenir un discours de politique générale, mais et c'est son choix et c'est son droit, elle ne va pas solliciter la confiance des députés. Pourquoi ? Car il n'avait que des mauvaises options. Soit elle le faisait et elle perdait. Dans ce cas-là, elle était démise des fonctions, elle n'était plus première ministre et le gouvernement tombait. 2 jours après un remaniement, ça aurait été un petit peu étonnant. Et puis, deuxième option, elle sollicite la confiance des députés, elle obtient. Et par conséquent, avec des abstentions, notamment des députés RN, et franchement, rester en poste grâce aux députés de Marine Le Pen, ça aurait été un petit peu compliqué politiquement à le justifier. Donc, ce choix qui est tout sauf une surprise, pas de vote donc mercredi à l'Assemblée, c'est arrivé à 3 reprises dans les années 80-90. Lorsque Michel Rocard, Pierre Bérégovoy ou Edith Cresson n'avaient pas la majorité absolue, ils avaient une majorité relative et par conséquent, ils ne sollicitaient pas à l'époque la confiance des députés. Merci beaucoup, merci Thomas. Le binôme exécutif qui devait aussi régler le cas Damien Abad, visé par une plainte et donc par une enquête pour tentative de viol, il quitte le gouvernement non sans avoir dit ce qu'il avait à dire. C'est préférable, face aux calomnies ignobles dont je suis la cible, orchestrées dans un calendrier bien choisi, jusqu'à ce matin encore, que je puisse me défendre sans entraver l'action du gouvernement. Je me défendrai sans relâche, jusqu'à que la justice confirme mon innocence. Je me battrai aussi contre ce mouvement funeste qui relègue la présomption d'innocence au rang de vieillerie sans importance et qui fait de la calomnie une redoutable arme politique entre les mains d'esprits malveillants. Et auprès de nos confrères du magazine Elle, la première ministre s'exprime pour la première fois depuis l'annonce du nouveau gouvernement, notamment sur le cas Abad, entre guillemets. Elle dit notamment ceci, c'est la justice qui doit pouvoir se prononcer, ça on le savait déjà, mais elle ajoute une nuance qui, écrit le magazine Elle, bouleverse tout, ouvrez les guillemets, après un certain nombre de témoignages méritent d'être pris en compte. C'était intenable, on le disait, ça s'est confirmé, et la sortie de Damien Abad paraissait désormais évidente. Bon, le fait qu'elle parle à elle, que ce soit elle qui parle aussi, est intéressant politiquement, parce qu'on sait qu'au sein de l'exécutif, Elisabeth Borne, depuis le début, considère que ce n'est pas tenable et donc il doit quitter le gouvernement et le pousse auprès d'Emmanuel Macron pour que ceci se passe. Ainsi, elle a gagné un arbitrage avec ce départ d'Amien Abad. Elle dit aussi dans la même interview que vous citiez, François, à elle, il y a un devoir d'exemplarité des politiques. Et par conséquent, on peut se dire, dans ces cas-là, pourquoi Chrysoula Zacharopoulou, elle aussi visée par des plaintes, est toujours au gouvernement? Quelle est la ligne directrice de l'exécutif? Est-ce que quand il y a une plainte, il quitte le gouvernement? Est-ce qu'il y a une plainte sur tel ou tel fait, on doit quitter le gouvernement et pas sur d'autres faits? Est-ce qu'Éric Dupond-Moretti, qui est mis en examen sur d'autres affaires, pourquoi il est au gouvernement? Gérald Darmanin, qui a été visé par des plaintes, ce n'est plus le cas aujourd'hui, pourquoi est-il encore au gouvernement? Il y a un flou et donc une cacophonie sur la ligne d'exécutif sur peut-on, oui ou non, rester au gouvernement quand on est visé par une plainte? Je me permets d'ajouter cette phrase pour que tout soit bien complet d'Elisabeth Borne, encore une fois, dans l'interview qu'elle accorde au magazine Elle. Je pense que l'on n'attend pas simplement des hommes politiques ou des responsables qu'ils ne soient pas pénalement répréhensibles. On attend d'eux qu'ils soient exemplaires. Il faut que chacun prenne conscience que le monde a changé, et heureusement, y compris dans le champ de ce qui n'est pas pénalement répréhensible. Il y a des comportements que l'on n'a pas envie de voir. Fin de citation. Elle est importante, cette phrase. Oui. C'est quasiment une nouvelle ligne en filigrane. Mais parce qu'en réalité, quand on évoquait le cas Abad, et d'ailleurs on l'a fait sur ce plateau avec vous, il y a les questions de droit et les questions de la morale. Tout à fait. En droit,
rappelons-le, Damien Abad est non seulement présumé innocent, mais il n'est pas mis en examen. La mise en examen, c'est quand il y a des indices graves et concordants. Il y a eu une plainte et donc une ouverture d'enquête. Et puis après, il y a la question de la morale. Et effectivement, ce qui interpellait dans le cas de Damien Abad, à travers les témoignages qui avaient pu être rendus publics par notamment des articles de presse, c'est la question de son comportement avec les femmes. Alors lui, il faut le rappeler, nier tout à fait, mais c'est vrai qu'il y avait des témoignages concordants qui pouvaient interpeller. Et là où vous avez raison, c'est qu'en disant cela, Elisabeth Borne, élargit la jurisprudence. La question n'est plus tant de savoir s'il y a des plaintes, une enquête est ouverte, mais de savoir quel est le comportement exemplaire pour être au gouvernement. Et donc, Elisabeth Borne affirme à travers cette interview au magazine Elle qu'il y a effectivement un besoin d'exemplarité et que selon elle, Damien Abad, à travers les témoignages qui ont été faits, son comportement n'était pas conforme à ces exigences d'exemplarité. Et donc, effectivement, elle justifie de cette manière-là le fait qu'elle a milité, parce qu'il faut le rappeler aussi, qu'elle a milité pour que Damien Abad quitte le gouvernement. Merci Benjamin. Et on le sait, les passations de pouvoir se poursuivent cet après-midi. Exemple, au ministère de la Transition écologique et des cohésions des territoires, c'est à l'heure actuelle Amélie de Montchalin qui va quitter son poste, ses fonctions, et qui va passer la main à Christophe Béchu. On voit ces images qui sont en train de se dérouler donc à l'hôtel de Roquelaure à Paris. Pour cette autre passation, évidemment, on continuera de parler de tout cela dans un instant. On va voir comment ça se passe également du côté du ministère de la Santé. Vous l'avez suivi en direct avec nous il y a quelques dizaines de minutes avec cette passation entre Brigitte Bourguignon et François Braun. Léopold Audebert, vous êtes toujours sur place au ministère de la Santé. Le nouveau ministre de la Santé qui a fort à faire, qui en a conscience, qu'il a dit dans son discours tout à l'heure, et qui sait de quoi il parle a priori. Oui, absolument. Et pour comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter au 19 juin. 19 juin, c'est le second tour des élections législatives et Brigitte Bourguignon perd. Et je vous rappelle la règle qui est implacable à ce moment-là. Un ministre battu est un ministre déchu. Et Brigitte Bourguignon a perdu à 56 voix derrière le candidat du Rassemblement national. 49,94% pour elle, 50,06% pour son adversaire. C'est dire que tout à l'heure, son émotion était très forte. Écoutez, c'est qu'elle a déclaré. On dit souvent que la vie politique se construit dans les défaites. C'est ma première, elle est rude. Alors, à l'heure où se banalise jusqu'au cœur du Parlement l'extrême droite, avec son projet de division et de haine, j'entends plus que jamais poursuivre mon engagement sur ce thème au service des Français. On pourrait dire que ce grand bâtiment est un peu froid, austère, mais ce serait méconnaître sa belle et riche histoire. On y trouve ici, et surtout des personnes exceptionnelles, qui ont le sens du devoir, le sens du service public. On est bien ici. Alors je vous souhaite, cher François, chère Agnès, d'être bien ici. J'étais bien ici avec vous et pour vous. Merci et courage. Voilà, beaucoup d'émotions dans la voix de Brigitte Bourguignon. On l'a ressenti d'ailleurs quand on a vu toutes les personnes ici qui l'ont applaudi. Le nouveau ministre de la Santé, donc François Braun, qui l'a raccompagné jusqu'à sa voiture. François Braun, qui est-ce ? Eh bien, c'est celui qui avait porté, qui était chargé de cette mission flash confiée par Elisabeth Borne. Cette mission flash qui avait pour but de désengorger les hôpitaux, trouver des solutions pour essayer de voir comment, notamment cet été, les hôpitaux pourraient être désengorgés. Gros chantier donc pour lui. François Braun, dans son discours, il s'inscrit dans la continuité de sa prédécessrice. Et puis, il indique également qu'il est urgentiste et qu'il compte le rester, indiquant que selon lui, notre système de santé est à bout de souffle. Merci Léopold. Des retours à cette image en direct, celle d'Amélie de Montchalin, désormais ex-ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires auprès de la première ministre, remplacée par un homme, Christophe Béchu, ex-maire d'Angers, qui, d'ailleurs pas plus qu'Amélie de Montchalin, n'est un expert de l'environnement, Amandine. Non, aucun des deux. Amélie de Montchalin, elle aura donc eu un gros poste, mais extrêmement bref, puisqu'elle a été battue aux élections législatives face à Jérôme Guedj de la NUPES. Elle ne s'y attendait certainement pas, Amélie de Montchalin. Elle pensait l'emporter. Elle, c'était une
technicienne pure et dure, choisie pour cela par Elisabeth Borne d'ailleurs, avec Agnès Pannier-Runacher en binôme de l'autre côté, pour la transition énergétique cette fois. Et Christophe Béchu qui arrive, alors a un peu plus d'envergure politique si l'on peut dire, dans la mesure où c'est un proche d'Édouard Philippe, il vient du mouvement Horizon, où il est élu local, il a été maire d'Angers et donc il connaît assez bien le fonctionnement, non seulement certainement avec l'Assemblée nationale, mais aussi il connaît beaucoup d'autres membres du gouvernement, donc un peu plus politique. C'est la carte territoire qu'Amélie de Montchalin, oui, c'est la carte territoire en effet. En tout cas, il n'a pas de passé écologique. Ça, c'est le point sur lequel Sandrine Rousseau, qu'il formule de façon caricaturale dans son tweet, mais elle n'a pas tort de dire qu'on ne connaît pas d'antécédents écologiques à Christophe Béchu. Cela dit, c'est un choix d'Emmanuel Macron. Il pense maintenant que l'écologie fonctionnera mieux si au lieu d'y mettre des idéologues comme Nicolas Hulot qui rêvent un peu, mais non seulement qui se braquent assez facilement et qui ont du mal à mettre les mains dans le cambouis, on met des gens qui connaissent les dossiers, qui sont prêts à travailler ardemment au quotidien, sans trop d'ambition, mais avec beaucoup de réalisme. Thomas Soulier, on a... Enfin, non, avec ambition, mais pas comme Nicolas Hulot, je retire. Et avec réalisme. On peut tuer une personne. On peut tromper une personne, 1000 fois. Thomas Soulier, on a un peu du mal à comprendre cette logique que vient de nous expliquer Amandine, parce qu'on a l'impression que pour certains ministères... Moi, j'ai très bien compris. Hein. Non, mais, par exemple, pour la santé, on choisit des personnes, on choisit des personnes du CRU, du Sérail, des travailleurs, des professionnels de la santé. Pour l'écologie, qui est censée être aussi une des priorités du gouvernement, la Première ministre elle-même a aussi un rôle aussi de chapeauter ce travail du travail sur la transition écologique. Comment on décide de mettre finalement quelqu'un qui connaît des dossiers plutôt qu'il va mettre les mains dans le cambouis, parce que là, il faut les mettre quand même, et rapidement. Alors d'abord, pour me faire l'avocat de l'accusé, c'est vrai qu'à Angers, le désormais ex-maire a un bon bilan, voire très bon bilan en termes d'écologie. Alors, je ne connais pas parfaitement la ville d'Angers, mais ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a eu beaucoup d'avancées écolo dans cette ville. Mais ça, c'est une petite parenthèse pour vous dire que, en effet, l'écologie, et je rejoins Amandine, semble être moins la priorité de ce gouvernement que celui d'avant. La preuve avec l'ordre protocolaire. Christophe Béchu était à la 11e place, alors qu'Amélie de Montchalin, qui est sur sa droite, vous le voyez à gauche de l'écran, elle était à la 6e place. Donc évidemment que l'ordre protocolaire, qui peut paraître anecdotique, parfois en dit long sur des choix politiques. On a posé la question à l'exécutif. Pourquoi ce choix? On nous explique que, certes, il y a une baisse au niveau de l'ordre protocolaire, mais qu'il y a désormais 6 personnes qui sont dans ce sérail-là de l'écologie, 2 ministres délégués et 2 secrétaires d'État, et que c'est le ministère où il y a le plus de membres de gouvernement, d'où, je cite l'exécutif, vous voyez que c'est toujours une priorité pour l'exécutif. Il faut dire que l'écologie, depuis le début pour Emmanuel Macron, c'est la tannée. Parce que souvenez-vous, ce choix, et Amandine le rappelait, de Nicolas Hulot, qui était à l'époque en effet waouh d'avoir Nicolas Hulot, sauf qu'il part quelques temps après en direct à la radio. Puis il y a eu plusieurs personnes qui ont succédé à Nicolas Hulot, notamment Elisabeth Borne, mais aussi François de Rugy, et qui a dû partir à cause de l'affaire des homards notamment. Donc depuis le début, Emmanuel Macron a eu du mal à trouver la bonne personnalité pour incarner a priori l'une des priorités de l'exécutif et donc du chef de l'État. Merci Thomas. Un changement de personne qui dans la nouvelle équipe va avoir une incidence très concrète dans les médias très rapidement, dès la fin de cet après-midi, début de soirée, au porte-parole, comme on dit, porte-parole du gouvernement, anciennement Olivia Grégoire, elle n'y est pas restée longtemps, c'est désormais Olivier Véran, Marie-Jean Tric, qui la remplace. Monsieur Covid en quelque sorte, enfin c'est terminé pour lui. Oui, c'est ça, monsieur Covid, puisque Olivier Véran était ministre de la Santé pendant cette période un peu particulière qui était la pandémie du coronavirus. Et d'ailleurs, Olivier Véran a rappelé ce rôle assez particulier qu'il avait joué dans le pays à ce moment-là lors de son discours dans la cour du porte-parole tout à l'heure aux côtés d'Olivier Grégoire. Olivier Véran qui expliquait que lors de la période de la pandémie, le gouvernement avait gardé un cap, celui de l'espoir, et que ce cap, il restait le même maintenant qu'Olivier Véran est porte-parole du gouvernement. Le cap de l'espoir, l'espoir du renouveau. Olivier Véran explique qu'il veut rebâtir la confiance entre la classe politique et la population française. Olivia Grégoire, elle, de son côté, a expliqué qu'elle était un petit peu frustrée de quitter ses fonctions. On rappelle qu'elle est restée à peu près un mois porte-parole du gouvernement. Écoutez notamment son discours.
Je pense pouvoir dire que nous nous retrouvons aujourd'hui avec Olivier Véran avec un même sentiment, au-delà du plaisir que nous avons à nous retrouver entre camarades de l'Assemblée nationale au parcours bien souvent partagé. Un léger sentiment de frustration, évidemment, à se dire qu'il nous faut chacun quitter un ministère où nous commencions à peine à prendre nos marques. Et surtout, au-delà de nos marques, prendre la mesure de l'immense tâche à accomplir. Alors vous le disiez il y a quelques minutes, Olivier Véran fera son premier point presse en tant que porte-parole du gouvernement d'ici quelques heures maintenant. Point presse qui devrait avoir lieu aux alentours de 17h, 17h30, nous dit son équipe, à l'issue du Conseil des ministres, lui prévu à 16h. Merci Marie Gentric en direct du porte-parole du gouvernement pour BFM TV. Bonjour Sylvain Maillard, merci d'être notre invité cet après-midi. Vous êtes député Renaissance de Paris. Question générale déjà, que pensez-vous de ce nouveau gouvernement, du gouvernement Borne 2, qu'on pourrait peut-être qualifier de recyclé ? Écoutez, vous le qualifiez comme vous avez envie, je vous laisse les termes. En tout cas, moi, ce qui est important, et vu de l'Assemblée nationale, on a un gouvernement qui est formé, qui est prêt à nous permettre de travailler tout le long du mois de juillet. Les Français attendent plusieurs lois, entre autres celles sur le pouvoir d'achat. Je vois que, entre autres, les équipes de Bercy sont parfaitement formées autour de Bruno Le Maire et impatientes de travailler. Nous sommes aussi, à l'Assemblée nationale, impatients de pouvoir travailler sur cette loi. Je crois que c'est ce qui est important. Vous savez, les Français, au fond... les castings les intéressent assez peu. C'est qu'est-ce qui va transformer leur vie. Et nous, pendant cette campagne électorale, ça fait 15 jours que nous avons été élus. Ce que nous a dit, c'est occupez-vous de nous, de notre pouvoir d'achat. Et c'est ce que nous voulons faire tout ce mois de juillet. Ce que vous nous dites en substance, c'est bien naïf ceux qui imaginaient un gouvernement avec des gens venus vraiment d'ailleurs. Vous savez, pour être dans un gouvernement, il faut deux choses. Un, il faut avoir des compétences techniques dans le domaine dans lequel vous allez être nommé, parce qu'il faut être tout de suite opérationnel et avoir cette appétence et cette envie. Mais aussi, il faut faire partie d'un collectif et partager le projet de ce collectif. Et donc, évidemment, faire du débauchage de ci, de là, de gens qui ne sont pas pleinement dans la ligne politique portée, au fond, c'est toujours compliqué. J'entendais tout à l'heure, vous parliez de Nicolas Hulot. Vous savez, moi j'ai eu l'occasion de travailler avec lui. C'est compliqué de travailler avec un ministre qui, au fond, ne partage pas pleinement la ligne qui est celle qui a été choisie par les Français et portée par Emmanuel Macron. Donc, on a une équipe, je crois, parfaitement alignée sur le projet que nous devons porter. Et ensuite, à nous d'aller convaincre aussi à l'Assemblée nationale pour trouver des majorités de projets. C'est notre travail, c'est ce à quoi nous nous employons, nous, ici, à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Sylvain Maillard d'avoir répondu à nos questions cet après-midi sur l'antenne de BFM TV, député Renaissance de Paris. Tout de suite, la météo. On va revenir dans un instant pour de nouveau tirer les enseignements de ce remaniement. À tout de suite.